Et pourtant, et pourtant, et pourtant, oui, je le sens, je le ressens, tout est grand. Sacré-toi, c'est le podcast qui voyage à la rencontre du sacré en soi. Nous avons l'immense joie de partager chaque semaine un moment d'authenticité avec des êtres sacrés. Ils sont issus de mondes très différents, chacun avec leur propre univers. Et tous sont précieux à nos cœurs. Nous vous souhaitons un merveilleux voyage. À 2 ans, elle s'exprimait déjà telle une avocate, et les adultes en étaient stupéfaits. Aujourd'hui, elle œuvre pour le nouveau monde, pour un monde d'amour et de présence. On pourrait la rencontrer à Bali, connectée à son fils par la flamme d'une bougie, en écoutant la valse du printemps de Chopin. Elle a eu la grâce et la générosité de se pencher au-dessus du berceau de Sacré-toi et de dire oui pour en être la sacrée marraine. Et c'est une immense joie pour nous. Aujourd'hui, notre invitée sacrée est Armelle Six. Bonjour Armelle. Bonjour Alexandra, bonjour Mélanie. Bonjour Armelle. Nous sommes ravis de t'avoir comme invitée, comme marraine au sein de Sacré-toi. Vraiment, c'est un cadeau. Et pour démarrer cette série de podcasts, pour démarrer ce podcast, eh bien, j'ai envie de te demander qui es-tu, Armelle Six? C'est une très bonne question. Moi-même, je me la pose souvent, en fait. Ai-je seulement enfin trouvé la réponse? Je crois pas. Ouais, je crois pas, en fait. Je pense que je me découvre quotidiennement, je me découvrirai jusqu'à la fin. Je crois que en tant qu'être humain, c'est un sujet tellement vaste qui nous sommes. Alors, je pourrais vous faire une réponse intellectuelle ou théorique ou quelque chose comme ça, mais je crois que ma réalité, ce serait vraiment plutôt je suis ce qui se décline dans le moment, et d'un moment à l'autre, ça change. Et oui, il y a bien des mots que je mets sur certaines choses, comme si vous vouliez une définition plus académique, je pourrais dire je suis auteur, je suis conférencière, je suis enseignante, je pourrais dire tout ça. Et je pense que ça pourrait être juste aussi. Et en même temps, si vous voulez une vraie réponse qui corresponde peut-être à votre podcast Sacré-toi, je crois que je ne sais pas qui je suis. Je suis ce qui est là dans l'instant avec vous. Magnifique. Alors en préambule, j'aimerais te demander, Armelle, qu'est-ce qu'évoque le mot sacré pour toi? En même temps, pas grand-chose, et en même temps, quelque chose de précieux, c'est-à-dire pas grand-chose dans quelque chose d'établi, parce que je pense que soit tout est sacré, soit rien n'est sacré, qu'une fois que l'un émerge, l'autre émerge, l'opposé émerge également. Et en même temps, je pense que l'essence de ce qu'on est, pour moi, ça évoque plutôt ça, en fait. Le sacré, ce serait l'essence de ce qu'on est. C'est indéfinissable, c'est illimité. Ce précieux, même peut-être, de notre vie humaine aussi. Et je crois que ce serait le point de rendez-vous de tout ça. Ça me fait penser ce que tu dis à cette citation d'Einstein, qui disait « T'as deux façons de vivre ta vie, l'une comme si tout était miracle, ou la seconde comme si rien ne l'était. Fais ton choix. » Ouais, c'est ça. Oui, tout à fait. Oui, c'est ça. C'est que de toute façon, l'un et l'autre coexistent toujours. Donc, à nous de choisir ce qu'on a envie de voir comme étant sacré. Et sacré, je pense, pour moi, je mettrais vraiment précieux, parce que finalement, c'est un peu ça aussi. C'est la vie, quelle qu'elle soit, dans ses hauts comme dans ses bas, elle a un côté unique, en fait. Et est-ce que le précieux, ce serait pas le fait que notre vie est unique, quoi qu'on en fasse, qu'elle soit dans la souffrance, qu'elle soit dans la joie, qu'elle soit dans la béatitude, ou qu'elle soit dans l'analyse de notre société, est-ce que finalement, elle n'a pas un côté unique? Parce qu'on est des êtres uniques, de toute façon. On ne pourra jamais refaire 2 fois la même chose. Ce qui est parti à jamais. Et reste ce qui se vit maintenant, et ce qu'on a envie de créer avec maintenant. Donc, ouais. Comment tu le mets dans ta vie? Je crois, en me rappelant régulièrement que les moments sont précieux, en fait, que chaque instant, justement, est unique. Et par exemple, en n'ayant pas de jugement sur ce qui se passe,
Ce qui se passe, c'est ce qui se passe, c'est ce qui est. Quelle que soit l'émotion qui est présente, quel que soit le moment, comment il se vit, le fait de ne pas le juger, pour moi, ce serait vraiment reconnaître ce côté unique et sacré. Et puis, la préciosité aussi des relations, des moments, de pouvoir aussi chérir ça et de faire du coup de chaque moment quelque chose de particulier. Et comment tu le reconnais justement? Comment tu reconnais le sacré en toi? Moi, ce qui me vient, ce serait mon sourire intérieur qui est présent quoi qu'il arrive en fait. Cette paix qui est présente même dans les moments éventuels de comment on appelle ça en français? Turmoil en anglais. De difficultés ou de moments moins agréables à vivre ou cette chose-là. Il y a quelque chose qui est toujours OK en fait et je pense que pour moi ce serait ça. C'est l'essentiel de toute chose, c'est quoi qu'il arrive, on est en vie. Qu'est-ce qu'on veut faire de ça? Et donc du coup, comment tu nourris? Comment je me nourris? En étant plus vrai de moi à chaque instant, en étant la plus authentique possible. Je pense que j'ai un côté aussi méga optimiste. Je vois toujours, sans pour autant ne pas être réaliste aussi, mais ouais, je vois toujours le bon côté des choses ou ce qui peut être fait. Et donc, ouais, le fait aussi que quoi qu'il arrive, au bout du compte, on est en vie. Et qu'est-ce qu'on a envie de faire de ça, quoi. Donc, ouais, vraiment ce côté précieux du fait d'être en vie. Et ouais, je redirais la même chose en fait. Le fait de ne pas juger l'expérience, quelle qu'elle soit, elle est ce qu'elle est, elle ne peut pas être autrement. Donc il y a quelque chose qui est assez léger là, qui ne rajoute pas de la lourdeur dans tous ces instants, dans tout ce qui se passe, dans ce qui se vit. C'est ce qui est quoi. J'entends le mot acceptation. J'entendais Ouais, c'est ça, oui, vraiment, que ce soit personnellement par rapport à moi, ce que je peux vivre ou comment je peux vivre les choses ou ce genre de choses-là, ou même l'autre, ok, l'autre est comme ça. Après, ben voilà, chacun a toujours la liberté de dire oui, de dire non, de dire stop, de dire encore, et de véritablement, on a la liberté, la possibilité de se recréer à chaque instant. Et je crois que pour moi, c'est aussi ça, de me rendre compte qu'à chaque instant, j'ai le choix de ce que je veux vivre. Est-ce qu'il y a un événement, une anecdote, un moment dans ta vie qui plus précisément a fait entrer le sacré dans ta vie? Comment le sacré, il est entré dans ta vie? Oui, clairement, oui, puisque moi, c'était il y a 19 ans. 19 ans la semaine dernière même, que mon fils est décédé. Et donc, clairement, ça a été un grand bousculement. Tout s'est renversé et ma conception de la vie telle qu'elle était a complètement changé. Et je pense même tout autour de moi, je pense depuis, dans ma famille, on ne s'est jamais dit autant je t'aime que depuis que mon fils est mort. On a pris conscience que tout peut s'arrêter. Et même si tout le monde n'a pas changé, bougé comme moi, j'ai changé dans ma vie et intérieurement, je crois qu'il y a ce côté précieux qui est resté du fait qu'on a la chance de savoir l'un l'autre. Et donc, moi, ça a été vraiment l'élément déclencheur d'un grand questionnement aussi de c'est quoi la vie? La vie, ça peut pas être juste ça, quoi. Il doit y avoir plus. Et cette question, il doit y avoir plus de ne pas accepter que la vie soit juste on va naître, on va aller à l'école, on va se trouver un job, on va se trouver quelqu'un avec qui vivre, on va faire des enfants, construire une maison et on va travailler toute notre vie et à la fin, on va mourir. Pour moi, à ce moment-là, il y a vraiment il doit y avoir plus à la vie que ça. Ça peut pas juste être cette routine-là. Il doit y avoir plus. Et pour moi, le sacré, ce serait d'avoir découvert justement ce plus. C'est quoi ce plus? Qu'est-ce qui donne du sens à la vie? Et ce serait vraiment ça, quoi. Ce questionnement m'a amené à ça. Est-ce que tu es en train de dire qu'avant cet événement, c'était un peu plus comme ça que tu vivais la vie? On est là pour vivre, pour mourir, pour avoir un métier, pour vivre une maison, avoir une maison, créer une famille. Carrément. Ou pas que j'y pensais, parce que c'est ça le truc, c'est que quand on n'est pas conscient, on n'y pense même pas. Ça se fait.
Moi, j'étais carrément dans une vie toute tracée. Là, j'avais mon fils, mon compagnon depuis 6 ans. On était on venait de finir nos plans pour construire notre maison. On allait commencer les travaux de notre maison. Et oui, on avait chacun son job et voilà, chacun sa voiture, nos activités, nos amis. Je ne me posais aucune question par rapport à la vie. Aucune. Là, je sentais que j'avais envie d'autres choses dans mon boulot, par exemple. Je sentais que oui, il y avait un peu, je crois que j'étais prête à élargir déjà un peu ma zone de confort, à sortir de mes habitudes. Mais c'était pas dans un questionnement. C'était juste, ah tiens, je pourrais peut-être faire autre chose. Ou voilà, au fur et à mesure de mes boulots qui changeaient, je voyais bien que mon intérêt s'agrandissait et changeait. Mais je ne me posais aucune question par rapport à la vie. Ma sœur, qui elle était plus là-dedans, dans un mal-être régulier et assez profond, je comprenais même pas ce qui se passait, quoi. Je disais, mais c'est quoi ces trucs de psy et de sophrologue? Moi, j'étais, mais d'où ça vient, hein, quoi, tous ces trucs-là? Quand on m'a proposé, après la mort de mon fils, on m'a dit, tu irais pas voir quelqu'un quand même. Au début, c'était dur, quoi. Je comprenais pas trop pourquoi, mais c'était tellement douloureux et tellement dur à vivre que ben, j'ai vite dit oui. Oui, je vais avoir besoin d'aide, là, j'y arriverai pas. Ok. Donc, Tu dis que ça a commencé d'abord par un grand questionnement, à te poser des questions finalement sur le sens de la vie. Et comment tu es arrivé à ce questionnement jusqu'au sacré finalement, où ce questionnement t'a amené vers une certaine ouverture qui t'a connecté au sacré? Est-ce que tu peux nous partager ça? Et je pense déjà que même vraiment dans le moment de la mort de mon fils, je pense que j'ai vécu un moment assez important à ce moment-là, parce que donc on a dû arrêter les machines. Mon fils est mort dans mes bras, j'étais dans les bras de mon compagnon, et puis on l'a laissé partir pour qu'ils aillent le préparer, pour qu'on puisse le voir tous dans une autre pièce. Et quand je suis entrée dans cette pièce-là, moi je suis tombée dans les pommes. Je me suis complètement effondrée. Et, euh, et c'est presque comme si enfin pour moi, c'est un peu comme si j'avais été débranchée, rebranchée en fait. Et donc je pense il y a quelque chose qui s'est passé là, aussi à cet endroit-là. J'ai vécu un énorme silence. On parle souvent du choc après, de cette sidération. Il n'y avait plus de mots à dire en fait. Donc ça a créé évidemment un grand vide. Et puis, dans les mois qui ont suivi, beaucoup de questions par rapport à mon couple, parce qu'on vivait les choses de façon très différente. Mon ex-compagnon, lui, voulait un autre enfant, moi, pas du tout. Et puis moi, j'ai toutes ces questions qui ont commencé à émerger. Et à un moment, j'ai commencé à entendre ma petite voix intérieure. Je savais même pas que j'en avais une. Et là, subitement, elle faisait son apparition. Et puis j'ai entendu, il y avait une autre vie pour moi que celle que je menais. Je savais pas ce que ça voulait dire. Puis, il y avait une femme qui sommeillait en moi qui me demandait qu'à émerger. Je ne savais pas non plus ce que ça voulait dire. Et puis enfin, j'ai entendu que si je restais, j'allais mourir. Et je le sentais. C'était tellement... j'avais l'impression d'être tirée vers le bas d'une certaine façon et de ne pas pouvoir aller vers l'énergie qui m'habitait. Moi, je voulais revoir des amis, retravailler, sortir, bouger, vivre, quoi. Il y avait comme une urgence de vivre en moi. Mon ex-compagnon n'était pas du tout là-dedans. Lui, il se laissait vraiment... descendre, et voilà, chacun son rythme, chacun son truc. Et moi, en fait, ça fait 19 ans que je n'ai fait que suivre ce mouvement d'écoute que j'ai découvert comme ça, d'écoute de ma voix intérieure et de découverte de moi au travers de ça, de rencontre de mes peurs, des confins de ma zone de confort, des difficultés que je rencontrais, de devoir me confronter à toutes ces croyances limitantes et à toutes ces peurs, à tout ce qui m'empêchait finalement de vivre d'autres parties de moi que j'avais jamais explorées. Et c'est au fur et à mesure de cette écoute et de l'expansion, j'ai envie de dire, de ma zone de confort, que je me suis retrouvée sur un chemin spirituel profond. Et je pense que j'ai eu quelque chose en moi qui appelait de plus en plus à l'essentiel. À un moment, j'ai même décidé de partir 1 an au Québec et je voulais aller dans le Nord, je voulais aller voir les icebergs, je voulais aller au Labrador. J'avais quelque chose qui m'appelait à retourner à l'essentiel, à la nature vide, là où il n'y avait rien en fait. Et je comprenais pas à l'époque, je savais que c'était un chemin initiatique, mais je comprenais pas à l'époque. Mais je crois que je cherchais ma nature, je cherchais à me reconnecter à ce qui était essentiel en moi. Et ça a été vraiment, j'ai envie de dire, ce moment-là, le début de ce chemin-là encore plus, qui m'a emmené sur ce chemin spirituel profond, découvrir ce qu'était l'éveil à sa vraie nature. Moi, j'avais jamais entendu parler de ça. Alors que je marchais ce chemin-là, j'en avais même jamais entendu parler.
Et puis à me retirer pendant 5 ans de la vie sociale pour méditer. Et j'avais plus qu'une chose en tête, c'était qu'il faut que je m'éveille à ma vraie nature. Et il n'y avait plus que ça qui comptait. Donc vraiment du matin au soir méditer, et puis aussi de passer mes journées en présence. La seule chose qui m'importait, c'était d'être là, ici et maintenant, et d'avoir toute mon attention sur cette présence qui est, même quand plus rien n'est, ce qui est éternel finalement, ce qui ne meurt jamais. Et de ça en ça, et de méditation en méditation, bah ça m'a amené dans des expériences de plus en plus profondes, des méditations de plus en plus profondes. Et j'ai envie de dire, c'est une expérience qui révèle ça, en fait. C'est pas un savoir intellectuel. À un moment, il n'y a juste plus de questions à cet endroit-là. Juste pour préciser pour les auditeurs, quand tu dis que tu t'es retiré 5 ans de la vie sociale et que tu méditais, tu peux préciser un petit peu? Ben, je ne travaillais plus, j'étais vraiment, je me suis mariée avec un Américain, je vivais aux États-Unis. Du matin au soir, on méditait, on n'avait pas de boulot. On avait un coin dans la maison de ses parents, parce que c'était une grande maison, donc on avait notre partie à nous, et on ne faisait que ça du soir au matin, et du matin au soir, et parfois je ne dormais pas pendant des nuits, et tout ce que je faisais, c'était méditer, parce qu'il y avait tout ce qui s'éveillait, donc c'est aussi toute cette énergie qui s'éveille. Et puis, il y a eu des moments où je suis allée carrément dans un centre spirituel, et là, c'était pareil, en fait, il y avait énormément de méditation, mais aussi d'apprendre à être au service, et au service dans cette présence. Et donc, toute la pratique, c'était comment j'étais présent et que j'étais au service de la vie, au service de la communauté, dans cet espace-là, avec l'exploration de nos croyances, le partage de celles-ci, elles étaient toujours tout bienvenues. On avait plein d'activités qui n'avaient qu'un seul but, c'était la paix d'esprit. Donc même s'il y avait des conflits ou des choses comme ça, tout était toujours ramené, non pas à résoudre un problème, mais comment je peux ramener ça à moi, voir quelle partie de moi s'active en moi, et finalement défaire ses croyances pour revenir à ce qui est le plus essentiel. Et de regarder aussi constamment ses pensées. Donc, pendant que je faisais tous ces travaux, tous ces services, c'était aussi constamment regarder mes pensées et voir ce qui m'habitait, et toutes les bêtises que ces pensées peuvent raconter, et comment c'était parfois hyper actif, et de pouvoir juste regarder, prendre de la distance et rester là, et rester là, et rester là. Et donc ces 5 années-là, ça a été mon focus principal. Alors de temps en temps, j'ai bougé, je suis sortie, entre autres avec mon ex-mari, on a parfois voyagé, mais c'était toujours dans ce même but, en fait. On n'avait plus qu'une attention, c'était ça. Et puis même si de temps en temps on donnait des retraites, moi je donnais des retraites, c'était de ce type-là. Et donc ce n'était plus que ça, quoi, jusqu'à ce que je vienne en France en 2014. Super, merci beaucoup. Aujourd'hui, qu'est-ce que ton sacré crée dans ta vie? J'ai beaucoup de joie. Et puis après, une certaine fluidité dans ce qui se passe. Je prends la vie comme elle vient, en fait. Là, par exemple, je devais partir, j'ai remis ma maison. Mon projet, c'était de partir vivre aux États-Unis, en tout cas d'y aller pendant plusieurs mois déjà. Et puis, il y a eu le confinement, donc j'ai plus de maison, j'ai plus de projet. Il y a tout quelque part, j'ai envie de dire, c'est ça, c'est être ouverte à la fluidité du mouvement, au changement, aux projets qui tombent, aux choses qui ne se font pas. Donc à une grande légèreté par rapport à tout ce qui peut être, et puis aussi de l'espace intérieur pour aussi rencontrer tout ce qui peut émerger en moi, parce que comme je dis, je continue de me découvrir, je continue de rencontrer plein de choses, et je pense que véritablement ce chemin de découverte de soi et de renourrir et retrouver le sacré en soi, c'est vraiment aussi rencontrer là pour le coup je vais dire tout ce qui n'est pas sacré en soi, c'est-à-dire aussi toutes nos souffrances, toutes nos peines, toutes nos douleurs, non pas qu'elles ne soient pas sacrées parce qu'elles font partie de tout, mais de ce qui a été empreinte en tout cas de choses plus difficiles à vivre, et qui fait partie d'un chemin de retour à soi. Et donc pour moi c'est ça, en fait, c'est qu'il y a un mouvement perpétuel, et il y a quelque chose qui est toujours présent aussi dedans, avec cette douce joie ou cette douce paix. Dans quel domaine tu l'exprimes, Armelle, aujourd'hui, dans tout ce que tu fais? Tu fais plein de choses, je sais, mais pour nos auditeurs. Ouais, déjà,
À travers toutes les rencontres que je donne, à travers des formations, j'ai créé une danse qui s'appelle Movement of Life, qui invite à se mettre à l'écoute du mouvement en soi pour vraiment revenir au mouvement naturel. Et donc, quand tu dis comment ça se décline, pour moi, oui, je crois que là où ça se décline le plus, c'est d'enseigner aux gens qu'il y a un mouvement naturel dans la vie, que si on arrête d'interférer et d'aller à son encontre comme dans la nature, en fait, le corps humain, il sait se guérir tout seul et la personne, elle sait comment grandir et aller vers ce qui est bon et juste pour elle, en fait. Ce qui se passe, c'est qu'on n'écoute pas ça. On écoute nos pensées, ce qu'on a envie, nos désirs, au lieu d'écouter ce qui est vraiment essentiel en soi. Et donc, voilà, moi, j'enseigne ça, l'écoute, j'enseigne la présence aussi au quotidien, j'enseigne l'éveil à sa vraie nature aussi, et puis il y a eu plusieurs bouquins, je donne des conférences, des formations. Là, j'ai commencé aussi à travailler, à donner aussi des ateliers ou des conférences en entreprise. Je pense que ça va continuer à se développer avec tout ce qui se passe aujourd'hui. Et je crois qu'une des choses qui est méga importante pour moi, et aujourd'hui, je crois encore plus que jamais, c'est aussi soutenir ce mouvement chez les enfants. C'est essentiel, quoi. Les enfants ont ce côté naturel, ils savent ce qui est bon pour eux, et en tant qu'adultes ou parents, souvent, on les coupe de ça, on leur empêche de vivre leur mouvement parce qu'on croit qu'on sait. Et chez moi, il y a quelque chose à cet endroit-là qui n'en peut plus, en fait. Et quand je veux dire qu'il n'en peut plus, c'est j'ai trop envie de vraiment soutenir ça. Je pense que c'est essentiel aujourd'hui que la moitié des enfants vivent mal l'éducation scolaire aujourd'hui, non pas parce qu'ils ont des problèmes, même si c'est comme ça qu'on les appelle, des enfants en problème, mais simplement parce que je pense que ce sont des éveilleurs de conscience et qu'ils sont là pour nous apprendre à vivre différemment. Et donc, au lieu de croire que c'est eux qui ont un problème, il faudrait voir que c'est notre système qui a un problème. Notre système est malade et ces enfants nous invitent à le remettre en question. Et donc, j'ai vraiment envie de soutenir ce mouvement d'écoute aussi de ce que tous ces petits êtres ont à nous dire et de soutenir ce basculement, en fait, vers une autre possibilité, vers ce monde. Et avec ce qu'on vit aujourd'hui, pas que les enfants, mais j'ai vraiment envie de soutenir un mouvement global de l'humanité, de l'éveil de conscience et de qu'est-ce qu'on veut pour notre monde, qu'est-ce qu'on veut pour notre vie, et est-ce qu'on n'a pas envie de s'y mettre un peu tous ensemble aussi, parce que on est très individualiste, c'est pas évident non plus. Même les gens qui partagent comme moi, il y en a énormément qui font des choses de leur côté, mais quand il est question de se mettre ensemble, c'est quasi comme si on va perdre quelque chose. Et je trouve que il faudrait que ça s'arrête, quoi, que c'est pas possible de continuer à parler de ces choses-là et puis à vouloir faire ces choses chacun de son côté et à se critiquer les uns les autres parce qu'on ne parle pas de la même façon, quoi. Donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui doit bouger à cet endroit-là et autant que je peux, j'ai envie de soutenir ça. Magnifique. Alors juste en petit aparté, c'est assez magique parce que vous n'avez que la voix, mais nous on a aussi l'image lors de l'enregistrement. Et au moment où tu t'es mis à parler de ça, le soleil est entré et on te fera une capture d'écran. Et tu as une bulle d'énergie arc-en-ciel tout autour de toi. Et c'est vraiment arrivé au moment où tu t'es mis à parler de cette contribution. Donc j'ai envie de te le partager et de le partager aussi aux auditeurs parce que la magie se crée aussi dans l'environnement au moment où tu l'exprimes. C'est magnifique. Merci Mélanie. Comment, alors j'entends cette contribution au monde, d'agir avec les enfants, etc. Comment, qu'est-ce que tu aimerais, j'entendais l'éducation, tu aimerais créer quel genre, comment serait cette contribution au monde pour toi? J'aimerais véritablement créer une école basée sur tout ce que j'enseigne, c'est-à-dire j'aimerais créer un endroit, une école déscolarisée en fait, c'est-à-dire un endroit où l'enfant peut grandir tel qu'il est et il peut être soutenu dans un cadre qui va être propice à son écoute de son mouvement en lui. C'est-à-dire que je suis convaincue qu'on a tous les graines pour grandir. Et donc si on arrose la graine avec de la bienveillance, de la présence, de l'écoute de l'enfant, de la rencontre de qui il est, plutôt que de lui imposer qui on croit qu'il doit être, lui imposer des matières et en fait couper sa créativité, eh bien, il va grandir, ça va devenir la fleur la plus magnifique qui soit, quoi qu'il devienne. Et donc, je pense qu'il est important qu'on arrête d'avoir des projets pour les enfants sur base de qui on est comme parents ou
qui on est comme enseignant et qu'on croit que notre valeur va dépendre de ce que nos enfants apportent, mais de les laisser devenir eux. Il faut de tout pour une société, pour qu'elle fonctionne. Et donc, je pense que ce serait vraiment magnifique si on laissait la société nous montrer ce qu'elle veut devenir. Et pour moi, ma contribution, en imaginant vraiment pouvoir créer cette école dont je parle, qui ne serait pas une école où on apprend des matières, sauf si les enfants le veulent. Donc, il y aurait évidemment aussi des enseignants qui seraient là pour enseigner les matières habituelles. Mais si les enfants n'ont pas envie d'aller au cours, ils n'iraient pas parce que moi, ce que je veux, c'est qu'ils suivent leur mouvement, en fait. Je pense que c'est... Tu sais, en fait, j'enseigne et je donne des formations à des centaines de gens, voire plus, je ne sais pas, qui doivent désapprendre ce mouvement-là, en fait. On a perdu le cœur de qui on est, parce qu'on nous a tellement appris à nous conditionner, à nous formater pour devenir quelque chose dans la société, qu'on a perdu ça. Donc, on passe combien d'années, combien de milliers d'euros pour retrouver ça? Et je me dis, mais si on évitait d'avoir à faire ce chemin en soutenant directement le mouvement, d'abord, notre monde y gagnerait parce que je pense que ces enfants ont des choses à apporter, mais en plus, on leur éviterait des années d'encombrement. Et puis surtout, on permettrait à notre monde d'entendre des choses nouvelles. Donc pour moi, voilà, l'idéal, cette école, ce serait ça. Je suis ouverte à toute donation, tout don d'un espace, si possible avec la nature autour, ou même, enfin voilà, des collaborations, des choses comme ça, des gens qui ont envie de se réunir dans cette même idée et de soutenir un maximum d'enfants qui ont ce profil, en fait, parce que je crois que peut-être que cette école n'est pas non plus pour tout le monde, et c'est important de reconnaître. Et pour moi, ce qui est important, c'est de reconnaître, on n'est juste pas tous les mêmes. Donc, reconnaître que l'école d'aujourd'hui a une place pour certains, oui, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas du tout prêts et pas ouverts à vivre comme ça. Et c'est OK. Il n'y a pas à juger que l'un est mieux que l'autre. Il y a juste à laisser la liberté à chacun de suivre le chemin qui est juste pour lui. Et moi, j'aimerais vraiment soutenir l'enfant, l'adulte, la société dans cette retrouvaille avec notre liberté d'être humain, en fait. De pouvoir vivre et incarner et être qui on est au plus profond de nous et la société et le monde dans lequel on a envie de vivre. Ce que tu dis, moi, me fait dire aussi on a appris nous-mêmes et on apprend à nos enfants à faire, pas à être. Et tu vois, on a commencé ce podcast en te demandant qui es-tu. Je pense qu'on a oublié, en fait, d'élever nos enfants là-dedans et nos parents ne nous ont pas élevés et eux-mêmes n'ont pas appris. Donc effectivement, tu as raison, ça passe par tout un processus de désapprendre pour enfin demander aux gens qui es-tu, pas que fais-tu. Moi, les gens qui viennent suivre ma formation, c'est magnifique ce que tu dis, Alexandra, parce que je rebondis dessus. Les gens qui viennent suivre ma formation, souvent m'ont dit, mais Armelle, c'est pas une formation que tu nous donnes, c'est une déformation. Et oui, carrément, en fait. Parce que l'essence même de Movement of Life, de cette danse, c'est revenir à l'essentiel de ce que je suis pour pouvoir mettre en mouvement le mouvement qui m'habite. Donc, c'est pareil, quand tu me demandes qui tu es, je pourrais répondre tous les noms qu'il y a sur mon site. Et je pourrais te dire, je suis Armelle, je suis une femme, j'ai 42 ans, j'ai ci, j'ai là. Oui, je pourrais dire tout ça parce que c'est vrai aussi. Et je ne nie pas du tout ce côté-là non plus. Mais en même temps, il y a quelque chose de tellement plus essentiel. Et juste aujourd'hui, j'ai pas envie de répondre ça. Parce que ma vérité, c'est aussi que je suis ce qui est dans l'instant. Et je change tout le temps. Donc, quand on nous met dans une boîte, et puis je suis régulièrement mise dans une boîte avec ces étiquettes, justement, enseignante spirituelle, coach, thérapeute, machin, enfin, tous ces bazars-là. Et du coup, on me voit comme ça, et c'est comme si on ne peut pas imaginer une autre partie. Mais je suis toutes ces parties. Je suis aussi une femme, je suis aussi tout ça. Et donc, si on se permettait d'être tout simplement, on permettrait à notre mouvement d'exprimer ce qu'il a envie d'exprimer dans l'instant sans avoir à le juger. Et du coup, on serait beaucoup plus dans une rencontre d'être à être, dans l'instant, d'instant en instant, et plus dans un échafaudage de théories sur le comment vivre ensemble, parce que simplement, on apprendrait que d'instant en instant, on peut se découvrir et vivre et grandir avec ça. Et oui, voilà, moi, je sens qu'il y a quelque chose à cet endroit-là, vraiment dans le day-to-day, dans le quotidien, où j'ai envie de soutenir ça encore plus qu'avant. Et je crois que ce confinement m'y amène encore plus parce que je suis vraiment revenue dans un quotidien normal, quoi.
Là, comme j'ai plus de maison, j'ai un ami qui m'héberge, donc j'ai une vie normale avec un ami qui a son fils tous les 15 jours, du coup avec des discussions qui tournent autour de tout ça. Et c'est juste magique aussi de voir, et je remercie combien de fois la vie de m'avoir mis dans cette situation-là pour pouvoir vivre ce que je vis et découvrir encore davantage tout ce que je vous partage aujourd'hui. C'est en ça que la vie est bien faite, quoi. Au cœur des pires moments, il y a toujours quelque chose qu'on va pouvoir en retirer, qui va nous faire grandir, qui va nous montrer quel est le pas suivant, vers où on veut aller, et surtout comment ça peut se décliner pour chacun. Donc je pense vraiment, si on écoutait davantage ça, on souffrirait déjà vachement moins. Et je crois que la société s'en porterait beaucoup mieux aussi, ne fût-ce qu'au niveau de la sécurité sociale, financièrement, parce qu'on ne consommerait plus de la même façon, parce qu'on ne serait plus malade de la même façon, parce qu'on prendrait soin de nous d'une autre façon, et parce qu'on prendrait soin de la Terre aussi d'une façon complètement différente, sachant qu'on est tous en interaction et en interconnexion les uns avec les autres. Donc c'est vraiment un autre monde qui est possible en fait dans tout ça. Une façon d'être. Enfin, je partage complètement ce que tu es en train de dire. Moi, j'aime souvent à dire qu'il y a toujours un cadeau caché quelque part et que la vie, elle est toujours là pour nous, jamais contre nous. Et ça renvoie à ce que tu disais au tout début, où nos pensées nous racontent tellement d'histoires parfois en lien avec nos croyances, etc., qu'on peut se raconter qu'elle est contre nous, alors qu'il suffit d'aller dans cette acceptation et cette magie de l'instant et de l'accueil de ce qui est, pour laisser émerger ce cadeau. Nous, c'est ce qu'on est complètement en train de vivre en ce moment. Sacré-toi, c'est une envie qui est là déjà depuis un moment, chez l'une, chez l'autre, qui a été canalisée, qui est descendue, qui s'offre à nous. Et cette magique période de confinement fait qu'il y a tout plein d'êtres sacrés qui sont disponibles et qui s'offrent dans ce présent, alors que très certainement, si on l'avait programmé avant, ou en étant dans le faire, ou en ne laissant pas faire, en voulant maîtriser, peut-être ça aurait pris beaucoup plus de temps parce que chacun aurait été dans ses activités et que ça n'aurait pas pu se programmer là, comme ça se programme dans cette magie. Oui, tout à fait. C'est magnifique, merci pour ce témoignage. De façon plus générale, quels sont tes vœux sacrés pour le monde d'aujourd'hui et de demain? Je pense que j'en ai déjà un peu parlé, mais véritablement, je souhaite que le monde puisse trouver davantage d'harmonie, qu'on puisse coexister les uns avec les autres, qu'on puisse véritablement collaborer davantage, se serrer les coudes, se serrer la main et avancer vers quelque chose de plus fraternel, quelque chose où on voit que on a tous besoin les uns des autres finalement pour un changement, et qu'on soit moins dans une société individualiste, mais plus là où on ose être soi, on n'a plus besoin de se défendre de la même façon parce qu'on n'est plus là pour se taper dans les coudes les uns les autres, mais plutôt vraiment pour évoluer tous ensemble. Donc ouais, ce serait quelque chose de cet ordre-là, où on respecte l'être humain pour qui il est, où il n'y a pas d'inférieur et de supérieur, mais véritablement de voir que ce soit l'être humain ou la terre, qu'on est tous des êtres vivants et qu'il y ait vraiment quelque chose de beaucoup plus harmonisé et qu'on reconnaisse le précieux de la vie en fait. Magnifique. Alors on a un petit rituel pour chacun de nos invités sacrés. Est-ce que tu aurais une pratique sacrée, une astuce, ton petit truc à toi que tu voudrais bien offrir aux auditeurs et nous faire vivre en live, là, dans cet instant présent? Je pourrais proposer un petit moment méditatif. Ok. Un petit moment pour revenir à ça. Ok. Donc, je vous propose de vous déposer là où vous êtes et puis de prendre une bonne respiration. De sentir la connexion, la sensation de vos fesses sur le siège où vous êtes assis ou de vos pieds au sol. Et de garder votre attention à cet endroit-là avec comme un brin de curiosité. Qu'est-ce que c'est qu'être assis? Et restez avec cette sensation. Peut-être qu'au début, vous sentez soit le côté dur de la chaise ou peut-être le moelleux du coussin, ou qu'importe ce qui est présent. Au début, vous avez des pensées, vous avez
des pensées qualitatives, jugeantes de votre expérience. Et restez un peu plus longtemps avec cette attention à cet endroit-là. Et laissez passer les pensées petit à petit, laissez-les voguer comme des nuages voguent dans un ciel bleu. Et gardez votre attention sur la sensation et voyez très vite que, en fait, cette sensation devient assez rapidement une sensation unique. Il n'y a plus les fesses et la chaise, il n'y a plus juste qu'une sensation. Et on ne peut pas véritablement dire où commence la chaise, où s'arrêtent les fesses, ou vice-versa. Mais il y a plutôt une expérience directe d'une sensation, voire même, on pourrait peut-être dire, d'un pétillement, de l'énergie, une vibration, quelque chose en tout cas qui nous montre qu'il n'y a pas deux choses, mais une seule. Et que donc la séparation n'est qu'illusoire en fait, elle n'est que dans la pensée et non pas dans l'expérience directe des choses, des gens, des émotions, des sensations, ni même l'expérience directe du corps. Et ce qui est intéressant ici, c'est que vous pouvez voir qu'en mettant votre attention et en laissant passer les pensées, il y a quelque chose de plus intime, de plus nu, de plus proche, plus direct, qui est présent. Et c'est ce qu'on nomme souvent l'être, la conscience aussi, d'autres mots. Et c'est essentiel dont je parle. Et plus vous apprenez à mettre votre attention à cet endroit, et plus la qualité de votre vie grandit, de vos relations. Et vous pouvez voir aussi que votre corps se détend. Et qu'avant même d'être un corps ou toute autre chose, ou qu'il n'y ait quoi que ce soit d'autre, une chaise ou quoi, il y a avant tout énergie et vibration. Et c'est bien cette unité qui fait que nous sommes tous frères et sœurs, unis avec les animaux, la terre, les végétaux, les pierres. Il n'y a rien qui nous sépare de rien en fait. Parce qu'avant qu'il n'y ait quoi que ce soit, il y a ça déjà. Une seule et même provenance pour tout ce qui est. Essentiel. Et on pourrait y rester très longtemps quand on y touche parce que c'est tellement plein de douceur qu'on n'a absolument pas envie d'en sortir.
Vous pouvez aussi tout doucement ouvrir les yeux et voir que vous ne devez pas, parce que vous ouvrez les yeux, perdre cette qualité de connexion à vous. C'est essentiel. Vous pouvez les garder à l'arrière-plan de ce qui se passe ou au cœur de vous. Vous voyez ce que ça vous fait de regarder le monde avec ces yeux-là? Et c'est exactement ça. Silence. Merci infiniment, Armelle. Nous arrivons doucement à la fin de cette interview. Merci infiniment pour ce moment sacré partagé ensemble. Je me sens très émue et je me sens vraiment remplie de joie et de gratitude de commencer cette aventure avec ma sœur d'âme, Alexandra, et aussi avec toi, qui a vraiment été une rencontre magique dès les premiers instants. Moi, je crois beaucoup au rendez-vous d'âme et vraiment, je sens mes cellules vibrer là quand je te parle. Je laisse la parole à Alex. J'ai fait signe à Mélanie qu'elle devait prendre le relais parce que cette émotion, elle m'a traversée. Merci d'être, vraiment. Merci d'être. Merci d'avoir dansé dans ton garage. Merci d'avoir traversé. Et puis merci d'être cette marraine. Moi, je sais que c'est quelque chose de très important dans ma vie, ce rôle de marraine, et comme je te l'ai partagé, et comme voilà, on fera peut-être un podcast là-dessus sur le rôle de la marraine dans le sacré, parce que je trouve que il y a de magnifiques marraines dans le monde du sacré, et vraiment, je crois que Sacré-Toi a une sacrée marraine. Donc, merci. Merci. Avec grand plaisir à toutes les deux. Puis merci à vous aussi. Ben voilà, je me sens honorée de votre demande et de participer, de vous soutenir aussi dans votre projet, parce que je pense qu'il est magnifique et qu'il est vraiment essentiel aujourd'hui. Donc, ravie aussi de tenir ce rôle à vos côtés. Merci pour cet échange. Et puis, on mettra tous les liens qu'il faut pour que nos auditeurs te retrouvent, te suivent, que tu sois en Californie ou en Belgique ou à Paris. Nous, on sera là, en tout cas, avec Mélanie, en Belgique et à Paris. En Californie aussi, d'ailleurs. On ira jusqu'à là-bas te voir. Et voilà, on mettra tous les liens pour qu'on puisse te retrouver. Un dernier mot peut-être, Mélanie? Oui, moi j'ai envie de te dire à très vite. C'est l'immense cadeau que tu sois aussi marraine, c'est qu'on va pouvoir te réinviter plein de fois pour plein de choses. C'est absolument génial. Donc à tout de suite. Ouais, avec grand plaisir. Merci à toutes les deux aussi. À tout bientôt. Merci d'avoir vécu ce voyage avec nous. Pour découvrir notre prochain invité, vous pouvez suivre notre page Sacré-Toi sur Facebook, Instagram et YouTube. Si le cœur vous invite à soutenir ce podcast, allumez les étoiles juste en dessous. Abonnez-vous, partagez. À très vite. Il n'y a rien d'important. Et pourtant, oui, je le sens. Je le ressens, tout est grand. Si nous ne sommes pas qui nous sommes, nous manquons à l'univers. Si nous laissons la couronne que nous offre la terre, le rouge sang d'une rose qui circule dans mes veines, et parfois si puissant qu'il ose me laver
et de mes peines. Oui, j'accepte le flambeau de la magie et des beaux. J'abandonne les oripeaux que j'ai portés sur mon dos. Car il y a toujours au rendez-vous de la nuit le soleil qui ressurgit. Il y a toujours après l'hiver un printemps qui attend amoureusement. Et pourtant, il n'y a rien d'important. Et pourtant, le sourire d'un enfant nous émeut tendrement. Comme l'oiseau qui fait son nid, préparant son abri pour y loger son amour, sifflant sa joie nuit et jour. Les couleurs de l'arc-en-ciel sont le sourire du soleil qui, dansant avec la pluie, nous dévoile ses ailes. Car il y a toujours au rendez-vous du bout de la nuit le soleil qui ressurgit. Il y a toujours après l'hiver un printemps qui attend